Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h au Bénin, dans le sommaire. Un réseau d'escroqueries installé au cœur du marché d'Antopa, dans la zone réservée à la vente des tomates. Les bonnes dames sont soumises au dictat des propriétaires des maisons devant lesquelles les camions déchargent les marchandises. À cela s'ajoute un guichet obscur qui prélève des tasses sur chaque panier de tomates sur les camions et les commissions à payer par les acheteurs de tomates. Et puis ils sont passés maîtres dans l'art de l'indiscipline totale sur nos axes routiers. Les minibus que nous appelons ici Topa Topa sont l'un des moyens de transport en commun les moins chers et sont les plus prisés par les populations, mais en même temps champions dans le non-respect des règles élémentaires de sécurité routière. Et puis enfin, très sollicités dans l'entretien de nos cheveux, nous les fréquentons régulièrement à des périodes variées entre un coiffeur et son client. C'est presque un rapport intime. Ce que nous allons chercher à savoir dans ce 13h au Bénin, c'est comment ils entretiennent leur équipement de travail. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour et bienvenue dans ce 13h au Bénin. Au marché international de Dantopa, il y a une situation inadmissible qui se développe au fil du temps. Dans la zone réservée à la vente des tomates, les dames sont soumises au dictat d'un réseau d'escroqueries. Les propriétaires des maisons devant lesquelles les camions déchargent les marchandises des dames profitent plus de cette activité que les commerçantes elles-mêmes. Tasses sur chaque panier de tomates sur les camions et les commissions à payer par les acheteurs de tomates. Le système est bien organisé. Un cri de cœur et appel à l'aide de ces dames dans ce reportage signé Idrissou Boukari et Deron Pévi. Dans ce secteur de vente de tomates dans le marché international de Dantopa, c'est un réseau d'escroquerie qui règne à maître sans partage. Le président Talon, devant chaque maison où elles font décharger leurs marchandises avant de les livrer aux clients, un guichet occulte est ouvert aux vendeuses de tomates. La taxe à payer sur chaque panier est non négociable. Ce qui se passe maintenant est que par panier, ils prennent 100 francs. Et ils enlèvent plus de 18 tomates dans un seul panier. Les bonnes dames qui viennent acheter chez nous, ils prennent 500 par panier chez eux, même parfois 2000 s'il y a la vente. Par jour sur le marché de Dantopa, il y a plus de 6000 paniers. Regardez. Avant ça, là, au moins ça charge plus de 400 paniers. Alors qu'il y a déjà plus de 10 J9 qui sont déjà déchargés partis. Alors qu'un J9 charge quelque chose de 60 paniers. Plus de 30. Mais sur panier, bon, il y en a 3000. Agbanche comme tu es dans certains là, mais on la dit. Là, ben 500, à attendre 2500. Bon, on l'a non plus plaindre. Ben on va au chomi ka buga, il y a bien bon, ho mi bo mi no verser aussi. Des fois, il y a un baba il dans ça lieu ci ali ogu do bon ma négocier bon 16 000 ko be. Don do mo, you know ku ya mo jodo. Bon hotel no bo dans ça lieu. Bon porter dans zemna ipe. Bon ye monter bo joko yodo. Donc on veut la support. Victimes du dictat de ce réseau depuis quelques années, les commerçantes ont fini par rompre le silence. À la taxe sur chaque panier de tomates, les camions de transport ont aussi leur prix. Rien n'échappe aux propriétaires de maisons ici. Une bonne affaire pour eux, ayant fait des activités de ces dames, une vache à lait qui commence à perdre du poids. En cas de résistance, la réaction est parfois violente. Moto kwa vio noa yeno ichakiwo moto kwa vio ji eno biya kwa me yama na moto ana bouger eno yodo eno huho eno yodo o garage mikado garage deburo fia mi wa to kwa muna honu mi na mo pade
Il m'a dit, mais non, ça, non, c'est ouvert. Lo, mais là, on voit les alors. Soit pour quoi, à ma tête pour quoi, bah ouais. Alors, on est dit, maman, et alors, t'as qu'il quoi, après la route, t'as qu'il quoi, à ma laisse quoi, et la maman, ça y est, donc, bébé, on parle autant. Aïe, moi, ouvert, c'est miné. Et fait de mine de bois, ni c'est cool, mi gagne, la main. De 1983, c'est cette portion d'espace qui leur sert désormais de site de déchargement et de vente de leurs tomates. Un lopin de terre qui n'a pas la capacité d'abriter le nombre de vendeuses, leurs marchandises et leurs clients. La société de gestion des marchés autonomes, ayant connaissance de la souffrance de ces dames, est appelée à jouer convenablement son rôle au fin de leur permettre de mener leurs activités dans de bonnes conditions. Non, ce qu'on veut, on veut la libération. Nous sommes au nombre de 600 jusqu'à 700 personnes dans l'organisation. On demande, on supplie la Sogema pour qu'ils nous élargissent la place pour qu'on vende. Donc ce qu'on veut maintenant, l'État n'a qu'à nous aider à s'en sortir. Parce que nous, les vendeurs de tomates, on souffre. On a fait des prêts dans les banques, on n'arrive même pas à payer. Un cri de cœur dont la réponse permettra de fermer définitivement les guichets ouverts dans l'ombre pour faire fortune et fragiliser le commerce de ces dames. Le salon des études en France s'est déroulé du 14 au 15 janvier dernier à Novotel à Cotonou. C'est une occasion offerte aux élèves et étudiants qui désirent faire des formations en France dans différents domaines, notamment, bien entendu, le management, les finances, le business, la mode, le design, les achats et logistique, le journalisme, bien évidemment, les ressources humaines et les métiers du digital. Au cours du salon, les organisateurs se sont rendus au complexe scolaire privé Saint-Mathieu pour sensibiliser les élèves et également leur présenter l'un des produits de cette école qui a bénéficié d'une formation en France. Voici le compte rendu de Bouliat Sanoussi, mon fils de Sabouran. Le salon des études en France pose ses valises à Cotonou pour 2 jours. C'est une initiative qui vise à faire découvrir aux élèves et étudiants les opportunités en matière de formation en France. La plupart de ceux qu'on a vus jusqu'à présent, ce sont des élèves de terminale. Donc c'est vrai que moi je dis souvent qu'il ne faut pas attendre d'avoir le baccalauréat pour commencer les démarches, parce que parfois c'est un petit peu trop tard. Donc quand on est en terminale, il faut commencer les démarches tout de suite. C'est pour ça qu'on est là. Donc ils pourront faire le tour. Vous avez vu qu'il y a plusieurs stands dans les nôtres. Et se renseigner, voir un petit peu les métiers dans lesquels le Bénin aura besoin demain. Et en fonction de ça, on va les aider à choisir la meilleure formation pour eux. Je pense qu'aujourd'hui, le Salon des études en France a totalement sa place au Bénin, parce que le Bénin, pour accompagner ce développement extrêmement puissant qu'il connaît depuis quelques années maintenant, il a besoin que les jeunes puissent acquérir des compétences, puissent acquérir un savoir et un savoir-faire dans les domaines dont le pays a besoin. Galileo Global Education France est un groupe qui rassemble plus de 40 écoles un peu partout dans le monde, avec une trentaine en France. Le groupe forme des étudiants dans différents domaines, le management, la finance, le domaine des achats et logistique, la mode, le journalisme, les ressources humaines et tous les métiers du digital. Le Salon des études en France est un événement important qui existe depuis environ 12 ans et se tient dans plusieurs pays africains. Le Bénin en fait désormais partie au regard de la qualité de ses établissements scolaires et l'assiduité des élèves et étudiants qui ont été nombreux à y participer. Je suis venu ici parce que parmi nos étudiants internationaux, il y a plusieurs Béninois, jeunes Béninois qui sont venus et qui nous ont marqués et qui se sont fait remarquer par leur sérieux et leur engagement. Il y a un garçon qui est aujourd'hui il est en dernière année d'études, en alternance, et il est data analyst au groupe bancaire la BNP. Il y a un autre garçon qui s'appelle Adebayo, qui est développeur d'applications, et plusieurs autres qu'ils ont fait venir. Tous ces garçons-là ont fait leurs premières études au Bénin, et sont venus se spécialiser dans notre école en France par le groupe Galileo Global Education. Et les deux ont, et d'autres avec eux, la volonté de venir développer des entreprises
ici au Bénin. Et dans ce cadre, la délégation française s'est rendue à Abomey-Calavi, au complexe scolaire Saint-Mathieu, dont certains anciens élèves font aujourd'hui la fierté du Bénin. Si on est venu à vous, c'est pour vous dire que rien n'est impossible dans la vie. Il ne faut pas attendre d'avoir le baccalauréat pour commencer les démarches. Les opportunités que vous avez aujourd'hui, les étudiants qui vous avaient devancé n'avaient pas eu ça. Donc, c'est vraiment une chance pour vous. Il a eu le bac ici. Beaucoup ont le bac ici. N'ont pas eu la chance même de fréquenter nos universités locales à cause des moyens. Donc, si lui, il a œuvré pour que non seulement les étudiants ressortissants de Saint-Mathieu aient la possibilité de fréquenter ici ou bien les écoles de Global Education, que ce soit en France ou dans les pays d'outre-mer, c'est vraiment louable. Les responsables invitent les parents à écouter les enfants, à échanger avec eux pour savoir ce qu'ils veulent réellement faire, puisqu'une mauvaise orientation pourrait être l'échec d'une vie. Ainsi, vu le succès du salon, un concours sera organisé au mois d'avril pour permettre aux étudiants de passer directement le concours d'admission. Une fois admissibles, ils pourront commencer la procédure avant les 2 rentrées, celle de septembre et l'autre décalée de janvier. Ils sont utiles et très pratiques, mais hélas, ils sont aussi très indisciplinés. Les minibus que nous appelons ici Tokpa Tokpa sont l'un des moyens de transport en commun les moins chers et sont les plus prisés par les populations. On peut en penser ce qu'on veut, mais notre reportage ici n'est pas de juger, mais de vous montrer. Et je crois que le spectacle que vous allez voir tout à l'heure dans ce reportage, avec tout le recul que nous pouvons y introduire, est bien souvent la cause de nombreux cas d'accidents. Ils foulent constamment aux pieds les règles élémentaires de sécurité routière. Ulrich Gaba et Henri Ganti ont passé une journée sur la route à observer, à interroger les acteurs de ce type de transport en commun. Voici le reportage. Baka en Côte d'Ivoire, Trotro au Ghana et Tokpa Tokpa au Bénin. Le phénomène des minibus envahit la sous-région. C'est l'un des moyens de transport en commun les plus populaires. Il reçoit tous les âges et toutes les catégories de clients. Il est défini comme l'un des taxis les moins chers parce que ses tarifs sont à la portée de toutes les bourses. Les dames du marché, les gens qui vont au marché aller payer, les étudiants du campus, bon, c'est des gens comme ça un peu que nous prenons. On choisit Tokpa Tokpa parce que c'est à la portée de toutes les bourses. Avec ce qui se passe. On ne vend pas. Et puis la facilité avec Tokpa, c'est mieux, on dépense moins. De Tokpa à Calavi, si c'est trop, c'est 300. Donc des fois, certains clients disent non pas 300, ils négocient, on les prend 250 ou 200 des fois. Aller-retour, ça nous fait 600. Maintenant, si tu veux descendre à Aconville pour rentrer chez toi, si c'est pas loin, moi par exemple, si je pars et je reviens, je dépense 800. Alors qu'avec le taxi, je risque de dépenser plus de 1500. Malgré leur coût relativement bas, les minibus Tokpa Tokpa sont peu courtois dans la circulation routière. Souvent vétustes et sans aucun confort, ils sont passés maîtres dans l'indiscipline et le non-respect du code de la route. À la quête de clients, ils s'arrêtent n'importe où et n'importe comment, sans se soucier des autres usagers de la route, ce qui occasionne dans bien des cas des accidents parfois graves. Des fois, quand les policiers les attrapent sur le trottoir, ils viennent sur le pas. Et maintenant, comme on ne les attrape plus, ils restent en haut là-bas pour pouvoir charger les clients. Il faut qu'on les mette sur l'autre parce qu'il y a trop de jeunes qui sont dedans aujourd'hui maintenant, qui ne savent pas prendre une passager, il faut aller sur le gare, ils ne savent pas. Le problème est que pour conduire seulement, vous allez pour chercher ce qu'il veut actuel. C'est vrai qu'on veut bien qu'on régularise un temps soit peu cette situation-là, surtout au temps de Covid maintenant, si la police peut être un peu plus rigoureuse, parce qu'ils nous prenaient 250. Mais quand le Covid est venu,
ils nous ont dit que il y aura moins de passagers. Donc on va commencer par payer 300. Et c'est ce qu'on a commencé. Néanmoins, ils ne respectent pas la distanciation. Pour les chauffeurs et les responsables syndicaux de ce secteur, les chargements et déchargements hors des parcs sont dus au fait que les clients préfèrent attendre les bus aux abords des voies. Les parcs sont souvent vides et pour rentabiliser sa journée, le conducteur se retrouve dans l'obligation de faire le trottoir à la quête de passagers. Jusqu'à présent, je suis au niveau du parc actuellement. Jusqu'à l'heure là, je n'ai pas encore trouvé de passagers et tout est bouleversé encore. Si on ne trouve pas les passagers sur le parc, c'est en roulant sur la voie, c'est en ce moment-là que nous, les véhicules Tokpa, nous trouvons des passagers à prendre. Les clients aussi nous taquinent parce que comme on n'a pas un bon défenseur pour nous guider comme il faut, donc tous les passagers, quand ils nous voient, ils nous traitent comme des délinquants. Je ne veux pas qu'on les attrape, mais il faut qu'on les sensibilise un peu pour qu'ils reviennent sur le parc. Sinon, moi, quand je parle, c'est à cause des accidents que moi je parle. À quoi dire, on n'a pas l'argent, donc ils n'ont qu'à nous laisser avec notre Tokpa. La seule chose qu'on leur demande, c'est de régulariser un peu le surcharge, c'est tout. Passagers, chauffeurs et responsables syndicaux de parc sont tous conscients de la délicatesse de la situation. Ils espèrent un réaménagement organisationnel au sein de la corporation pour la rendre plus respectueuse du code de la route. Également dans ce trésor européen, la pratique à court dans certains établissements publics comme privés du primaire et maternel, l'organisation des travaux dirigés payants constituerait une forme de marchandisation de l'éducation et le ministre des enseignements primaires a su prendre ses responsabilités. En témoigne la note de service en date du 8 décembre 2021 qui vient rappeler les acteurs à l'ordre. Quel est le contenu de cette note de service ? La mise en application est-elle effective ou non sur le terrain, dans les écoles? On va le savoir dans ce reportage de Kidi Goudalo. Nous avons été informés de ce que les TD s'organisent dans les écoles, même jusqu'en classe de CI, et parfois même à la maternelle. Voilà ainsi présentée la situation qui prévaut dans certaines écoles publiques et privées du Bénin. L'organisation des travaux dirigés constitue, d'après cette note de service de Salimane Karimou, ministre des enseignements maternels et primaires, une pratique de marchandisation de l'éducation. On se demande qu'est-ce que l'enfant de la maternelle a appris alors qu'il est en pré-apprentissage. Qu'est-ce que l'enfant de la maternelle a à faire avec les travaux dirigés? Même pas au CI, au CP, au C1. La note de service date du 8 décembre 2021 et vient rappeler à l'ordre les responsables d'école. Elle porte en objet interdiction des travaux dirigés à titre payant dans toutes les classes du primaire et les sections de la maternelle. Et pourtant, les poches des parents d'élèves continuent de saigner. Les parents sont grugés sérieusement. C'est par là que les parents sont grugés. Si c'est organisé, si c'est bien organisé, le gouvernement n'a pas de raison d'aller contre. Mais il semble que chacun y va à sa manière. Et puis, ce n'est pas exclu que on demande à des enfants d'une classe d'examen d'apporter 5 000 francs chaque mois, d'apporter 3 000 francs chaque mois, ou bien à chaque séance d'apporter 500 francs. Donc, alors que c'est pire lorsque c'est l'enseignant même qui garde l'enfant, qui garde les enfants. Alors les parents qui n'ont pas la possibilité de payer ces sous-là, qu'est-ce qu'ils deviennent? Grosse interrogation donc, mais le mal persiste toujours. Selon le secrétaire général du ministère des enseignements maternels et primaires, des enseignants vont même organiser jusqu'à 3 séances de travaux dirigés par semaine dans l'objectif de maximiser les bénéfices. Où est-ce que l'enseignant a trouvé les 3 séances lorsqu'on sait que c'est le mercredi soir seul, qu'il y a un jour de repos et qu'il y a samedi? Alors ça veut dire qu'il utilise le mercredi soir, il utilise le samedi matin, il utilise le samedi soir. De quel temps disposent les apprenants pour s'occuper? Enfin, il faut que les apprenants aussi s'occupent de leurs habits. Il faut qu'ils lavent leur tenue d'écolier. Il faut également qu'ils aient un temps de loisir et de plaisir. Parfois même, certains enseignants se plaisent à envoyer comme sujet de composition, de devoir,
les sujets qu'il a traités avec les enfants qui sont venus au TD. Cela donne l'impression que les enfants ont travaillé parce qu'ils ont déjà vu ces épreuves-là. Le pire, c'est que quelquefois, on réserve certains enseignements qu'on doit faire en classe pour les dispenser, ne serait-ce qu'à ceux-là qui ont payé pour participer aux travaux dirigés. Alors, le maître est pour tout le monde. La mise en application de cette décision du ministre Salimane Karimou n'est pas encore perceptible dans les écoles concernées. Il faudra donc un suivi rigoureux et c'est la doléance du président national des parents d'élèves. J'invite le gouvernement, les ministres des sous-secteurs à avoir un œil fortement regardant sur ce qui se passe dans les écoles privées. Parce que c'est comme si les écoles privées ne relèvent pas de la juridiction de ces ministères. Et les écoles privées sont libres. Il faut même aller jusqu'à harmoniser les frais de scolarité dans les écoles privées. Et puis, je vous l'annonçais en titre, très sollicité dans l'entretien de nos cheveux. Nous les fréquentons régulièrement à des périodes variées entre un coiffeur ou une coiffeuse et son client. C'est presque un rapport intime. Ce que nous allons chercher à savoir dans ce reportage de Melvina Anzo, Teddy Goudalo, Henri Ganti, c'est comment ils entretiennent leur équipement de travail. Au salon de coiffure, on trouve une variété d'instruments de travail. La tondeuse, le rasoir, le peigne, le ciseau, l'aiguille, le séchoir et la liste est exhaustive. Leur entretien paraît indispensable pour la santé des clients. La plupart des artisans rencontrés disposent d'une technique particulière pour maintenir l'hygiène autour de ces outils. Moi, j'ai opté à ceci. La démonstration, vous allumez comme ça et lorsque vous passez ça sous les dents, tout ce qui a comme microbe là est brûlé. Vous faites ça pendant 1 minute ou plus, c'est fini. Quand vous finissez avec un client, jetez la lame utilisée. Si le client choisit l'alcool, vous nettoyez ça avec la main. S'il est d'accord avec la brûlure, vous brûlez d'abord devant lui avant de commencer par le service. Bon, moi, souvent, je lave ça. Les peignes, aiguilles là, on prend alcool avec coton, on essuie ça. Parfois, on vend ça 100 francs, on travaille et les clients apportent ça à la maison. On arrange de telle manière que ça ne pique pas les clients. Bon, les séchoirs, il est fait là. Nous aussi, on ne fait pas ça là. On a les techniciens qui viennent pour entretenir ça là. Selon ces professionnels de la coiffure, le manque d'entretien des matériels de travail entraîne la présence des microbes, non seulement sur les matériels, mais aussi dans leurs ongles. Le manque d'hygiène serait également la source des acnés qui se présentent souvent au menton et au bas de la nuque. Certaines tresseuses sont n'entretiennent pas leur matériel de tresse. Se réveiller chaque matin, mettre les peignes, les accessoires dans l'eau chaude, nettoyer là, c'est du travail. Moi, je ne garde rien, à part les mèches. Moi, je fréquente le coiffeur de mon quartier. Il fait l'entretien avec de l'alcool. La télé même, c'est aussi propre. Et les fauteuils sur lesquels on s'assoit, il nettoie ça proprement un peu avec de l'eau de Javel. Chaque fois que je viens me coiffer, je vois toujours ces apprentis qui sont à pied d'œuvre. Celle que j'ai l'habitude de fréquenter, elle a beaucoup d'apprentis, donc elle prend plus soin. La plupart du temps, moi, je lave ma tête à la maison. Parce qu'elles font aussi économie des shampoings ou autres. Il y en a qui utilisent même les savons homo que nous utilisons. Elles vous utilisent ça juste pour pouvoir réduire le coût à leur niveau. Elles enlèvent le peigne, elles vous foutent ça dans les cheveux, c'est tout. C'est pour qu'elle a lavé ses cheveux avant de venir. Vous connaissez votre hygiène de vie, vous connaissez l'entretien que vous faites à vos cheveux. Moi, souvent, les aiguilles, je les apporte moi-même. Je préfère mettre les perruques. Le mieux chez les coiffeuses, c'est d'entretenir le matériel pour éviter les maladies. Pour les clients, il s'agit donc d'une question de santé publique et les acteurs de ce métier ont l'impérieux devoir de prendre soin de leur matériel au jour le jour. À l'université d'Abomey-Calavi, notamment à l'école doctorale, a lieu un séminaire à l'endroit des journalistes sur les mots et leur histoire pour écrire sur le vaudou et bien parler. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la tenue du colloque international sur le 10 janvier et après. Les détails avec Teddy Goudalo. Le firmament pour elle. En face de Raymond Assoba, boologue,
et enseignants-chercheurs à l'université d'Abomey-Calavi, des professionnels des médias. Les échanges portent essentiellement sur les mots et leur histoire pour écrire sur le vaudou et bien en parler. C'est un séminaire très important, c'est intéressant et il serait préférable qu'on ait ces champs de séminaire les fois à venir. Ça nous permet à nos journalistes de mieux choisir les mots quand on veut écrire sur le vaudou. Nous ne pouvons pas vouloir parler des réalités de chez nous et mal les exprimer encore. Ce serait comme si nous ne connaissons pas exactement d'où nous sommes venus et qui nous sommes vraiment, notre identité en question. J'étais un peu curieux de savoir qu'est-ce qu'ils veulent me dire de plus dans le vaudou que je ne connaissais pas. Mais j'ai été agréablement surpris de constater qu'il avait beaucoup de choses que j'ignorais et que j'utilisais de façon inconsciente. Ça, disons-le clairement. J'ai principalement retenu, d'après l'explication du professeur, deux choses. La première, c'est la source des mots que nous utilisons en tant que journalistes pour aborder, sinon pour expliquer le phénomène vaudou. Et la seconde chose, j'ai appris que nous devons repenser, sinon réadapter notre champ lexical en tant que journaliste pour pouvoir vulgariser ce phénomène qu'on appelle le vaudou. Le séminaire d'un jour est d'un intérêt capital selon les journalistes. Il se tient à la veille de la tenue du colloque international scientifique sur le thème le 10 janvier et après. Les participants s'en sortent outillés et promettent améliorer davantage leurs différentes productions. Il faut considérer que vaudou est un concept. Vous prenez dents, c'est un concept que nos ancêtres ont utilisé pour justement organiser la vie ici. Et les journalistes doivent se pénétrer du fait qu'en utilisant les mots, ils redessinent les images de la sociabilité dans la tête des lecteurs. Les journalistes sont les garde-fous à l'inconséquence. Je pense que ces travaux, ce séminaire, même si je trouve qu'une journée sert un peu court pour pouvoir mieux appréhender les contours du vaudou, je pense que quand même ces assises m'ont permis personnellement de pouvoir appréhender certaines choses que je ne connaissais pas forcément ou que j'utilisais de façon platonique. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine pour une seconde édition qui s'annonce déjà intéressante. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin. Bonne suite de programme à vous et à très bientôt.